Salut à tous, c'est Léon. J'espère que vous avez passé un très bon été, que vous avez bien profité de la chaleur, éventuellement des vacances si vous avez eu la chance de partir. Alors, pour mon retour, pour cette rentrée, je vais vous présenter un petit bouquin qui s'appelle En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite, écrit par Pierre-Yves Bulletot, qui est un journaliste qui a travaillé sur France Inter. Alors ce petit bouquin, c'est en fait un argumentaire pour démolir les arguments du Front National de l'époque. De l'époque pourquoi? Parce que c'est un livre qui est paru en 2014, un livre aux éditions, les éditions de l'Atelier. Alors ce bouquin, je suis tombé dessus un peu par hasard, en baladant dans une librairie, et vu son prix neuf 5 €, je me suis autorisé une dépense, sachant que en le commandant d'occasion sur le net avec les frais de port, si vous êtes coutumier du fait, vous savez bien que j'aurais difficilement pu l'avoir moins cher. D'habitude, on n'a jamais de livre neuf à moins de 8 €, et là donc c'était plutôt une bonne affaire. Et moi je suis très friand du fact-checking, des faits, de la réalité et des chiffres. Donc ce livre me semblait plutôt une bonne source d'information. Alors ce livre, comment il se présente? En fait, il se répartit comme tel. On a un livre qui nous détaille, qui nous présente 73 phrases qui sont des idées et des pensées colportées par des hommes politiques, des militants ou des sympathisants Front National. Et aussi par des citoyens qui, même s'ils ne sont pas électeurs du FN, partagent certaines de ces affirmations. D'ailleurs, peut-être qu'on en partage tous plus ou moins, au moins une, allez savoir. Donc sur ces 73 affirmations, on a un contre-argumentaire, souvent chiffré, qui se propose de démonter l'affirmation. Alors les 73 affirmations se répartissent en 4 grandes parties et en plusieurs sous-parties. Alors vous avez par exemple comme grande partie, donc 4 grandes parties. Première partie, les étrangers sont coupables, idées reçues sur l'immigration, les travailleurs étrangers, les travailleurs sans papier et la mondialisation du travail. Deuxième partie, c'est la faute au système, idées reçues sur l'exercice de la démocratie représentative, les libertés, les droits et les devoirs civiques. Troisième partie, la France aux Français, idées reçues sur l'histoire de France et les questions d'identité, de culture et de religion. Quatrième partie, les fausses solutions. Oui, je vous donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure. Bon, sinon, le résumé de ce bouquin, qu'est-ce que ça nous dit ? Sur fond de crise économique et sociale persistante, l'extrême droite propage ses idées et désigne les boucs émissaires. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France. Nous sommes envahis par l'islam qui veut détruire notre mode de vie. Si les entreprises licencient, c'est à cause des travailleurs indiens et chinois qui acceptent des salaires de misère. Mensonges et idées fausses sont mobilisés pour des promesses illusoires. Renvoyons les étrangers chez eux, le chômage disparaîtra. Réservons les logements sociaux aux Français. Sortons de l'euro pour établir la santé économique de la France. Ce livre entend rétablir la vérité. Il analyse plus de 70 de ces idées reçues, diffusées par l'extrême droite, et les réfute une à une en s'appuyant sur des données solides. Au-delà des faits, il dévoile un discours de propagande selon lequel l'égalité des êtres humains ne serait pas une chance, mais une menace. Accessible à un grand public, cet ouvrage constitue un antidote indispensable au discours du Front National et de ses satellites. Il met en garde contre les tentations autoritaires et illusoires du chacun chez soi et du chacun pour soi, et invite au choix d'une société d'égalité, de liberté et de fraternité, pour tous. Alors l'auteur, qui est donc Pierre-Yves Bulletot, journaliste, qui collabore à l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis sur France Inter, et à plusieurs revues dont Mouvement La Découverte et Cause Commune La Cimade. Sachant que moi j'écoute quasiment jamais France Inter, en tout cas, je vois peut-être des vidéos, mais j'y fais pas attention. Donc je connais pas du tout ce journaliste et c'est pas trop ma tasse de thé France Inter. Donc je sais pas, il y a peut-être des gens qui le connaissent, qui sauront quelle idéologie a cette personne. Voilà pour le résumé de ce bouquin en tout cas. Alors je vais vous donner quand même... comme ça on va les prendre au pif. Dans les citations, dans les 73 citations, je vais vraiment
prendre au pif du pif. Toc. Alors, citation 16. L'arrivée des travailleurs étrangers représente une concurrence déloyale pour les travailleurs français. On va prendre la 29. Les Juifs ne sont pas les seules victimes de l'histoire. Arrêtons de ressasser les épisodes de la Shoah et des chambres à gaz. La 36. Il y a de plus en plus d'insécurité en France. La 40... non, la 49, elle est un peu longue. 50. Les racines de la France sont chrétiennes. L'islam veut les faire oublier aux Français. 57. On devrait réserver le RSA aux Français car il est financé par les impôts des Français. 65. Les nations ont besoin de dirigeants forts comme les Vladimir Poutine pour la Russie. 71. La peine de mort pour les crimes les plus graves est une solution qui dissuade les gens de les commettre. Donc voilà quelques exemples de citations qui peuvent être colportées par des militants, enfin des personnes d'extrême droite. Ou, en tout cas, ce sont des idées qui sont portées généralement par l'extrême droite. Et donc ces phrases que je vous ai citées vont être démontées par l'auteur, chiffre à l'appui, mais pas toujours. Alors mon avis sur ce bouquin. Pour moi il est très bon, c'est quelque chose qui se lit très vite, c'est un poche. En une semaine j'ai expédié le truc, et j'aurais pu le faire en moins, parce qu'il fait 160 pages et c'est un livre de poche. Donc le texte est en plus, très aéré. Donc, c'est très bien, mais avant même de m'informer sur l'auteur pour faire cette vidéo, je savais en lisant le livre, en l'ayant lu, qu'il y avait un côté militant, car, comme je vous l'ai dit, donc, comme je le laissais sous-entendre, autant certains contre-argumentaires sont implacables, chiffrés et incontestables, mais parfois c'est quand même plus mitigé. Disons qu'on est plus dans le domaine de la défense de l'idéologie que de faits purs sur certaines phrases. Et parfois, c'est purement du démontage gratuit, parce qu'on lit la phrase du FN, on se dit, bon, le texte qui suit va nous expliquer en quoi c'est faux, et là, ah, bah tiens, surprise, l'argumentaire est très nuancé, et nous donne du pour la phrase et du contre la phrase. Alors, en ce sens, c'est à la fois honnête, puisque ça soutient l'idée du FN, et ça la démonte dans ses aspects mensongers. Mais c'est d'une certaine façon malhonnête, parce que l'idée est en partie juste, enfin, vous voyez l'idée, quoi. L'exemple typique, alors c'est la phrase sur l'Union Européenne, la citation 23. Donc une que je ne vous ai pas pris en exemple, je crois. Donc je vais vous donner ça. Citation 23, qui est donc, c'est un peu technique, hein, l'Union Européenne est un boulet au pied de la France. Donc on lit ça, on se dit voilà, ils vont soutenir cette idée-là, enfin ils vont démonter cette idée-là. Et donc ça nous dit, l'Union Européenne est un atout, encore faut-il bien en jouer et non le dénaturer. Aveuglée par son nationalisme, l'extrême droite se garde bien d'examiner sereinement les bénéfices et les insuffisances de l'Europe. Elle préfère surfer sur des slogans faciles qui évacuent le nécessaire débat politique sur l'évaluation du bilan passé et présent de l'Europe. En créant la Communauté économique européenne, CEE lors du traité de Rome en 1957, les 6 pays fondateurs, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, cherchent à sortir des luttes fratricides causées par les 2 guerres mondiales qui ont pris naissance sur le vieux continent. Les initiateurs de ce traité, précédés par la création en 1952 de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sont convaincus que la création d'un grand marché commun peut unifier l'Europe et garantir sa prospérité. De fait, la Communauté européenne puis l'Union européenne ont considérablement rapproché des peuples comme l'Allemagne et la France, qui en moins de 70 ans s'étaient affrontés au cours de 3 guerres successives, 1870, 1914 et 1939, causant des dizaines de millions de morts. En plus de 50 ans d'existence, aucun conflit militaire n'a éclaté entre les membres de cette union. L'adhésion à l'Union européenne garantit également l'exercice de la démocratie dans chacun des pays, avec l'application de la Charte des droits fondamentaux adoptée en 2007. Ces acquis ne sont pas minces au regard du nombre de dictatures, de guerres et de régimes autoritaires dans le monde. Évaluer ces bienfaits ne doit pas, pour autant, rendre aveugle sur les insuffisances de la construction européenne. Celles-ci tiennent en grande partie au fait que la loi de la concurrence est érigée comme le principe directeur des décisions économiques et au fait que la Commission européenne légifère sans mandat des citoyens. Comme la monnaie, la concurrence n'est en soi ni un bien ni un mal.
et encore moins un objectif qui suffit à lui-même. Il peut être utile d'utiliser la concurrence pour défaire un monopole qui s'est installé dans un secteur et abuse de son pouvoir sur ses sous-traitants et ses clients. Mais il peut être aussi utile de protéger des activités vis-à-vis de concurrents d'autres continents qui profitent de nombreux avantages tant du point de vue fiscal que social. Tout cela suppose un débat démocratique, ce que n'organise pas l'Union européenne, qui reste la plupart du temps obnubilée par l'application des règles de la concurrence sans les mettre en rapport avec des finalités économiques et sociales pourtant essentielles au bon développement humain de l'Europe. Ce déficit démocratique a créé un divorce profond entre les citoyens et les institutions européennes. Celui-ci s'est manifesté notamment par le rejet du traité européen en 2005 par plusieurs pays, dont la France. Depuis cette date, le traité de Lisbonne en 2007 et le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance TSCG en 2012 ont été adoptés sans consultation populaire. Pourtant, cette union pourrait être une chance historique de substituer à la sacro-sainte loi de la concurrence de réelles logiques de coopération impliquant les acteurs sociaux et les États des pays membres dans la construction d'un projet de développement durable. Pour amorcer ce changement et faire entendre leurs projets, il faudrait que les citoyens, et notamment leurs syndicats, disposent de plus de pouvoir au sein des institutions européennes. Même si cela reste très insuffisant, l'obligation faite à la Commission européenne de faire approuver son projet par le Parlement européen va dans ce sens. L'Europe donc pourrait ainsi montrer que l'humanité a intérêt à s'orienter vers des coopérations qui permettent, sans éliminer le marché, de lutter contre la misère, de répondre aux besoins sociaux, d'assurer un développement industriel et de réaliser la transition écologique. L'Europe est donc une chance, pas un boulet. Au lieu de la refuser comme le propose l'extrême droite, il s'agit de la construire, la démocratiser, s'en emparer pour la mettre au service du bien commun. Donc voilà cette citation. Vous voyez que c'est quand même plutôt nuancé. Alors c'est un peu technique, hein. Le livre est pas... Enfin c'est un peu technique, plus ou moins. Mais c'est pas toujours aussi... Parfois c'est que ça reste quand même très simple. Des fois on a des choses bien carrées qui sont quand même assez incontestables. Alors là c'est vraiment le début du livre. Donc on a la première citation ou la deuxième. Première citation, il n'est plus possible de condamner la France à accueillir la misère du monde, la phrase typique. Et aujourd'hui, la France accueille bien plus d'étrangers qu'elle ne peut le faire. Alors, on va prendre la deuxième citation. Deuxième citation. Toc, 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 que je cherche ça. Hop, je vous la retrouve, voilà. Elle est un peu plus courte que l'autre. Donc, évidemment, le Front National nous dit qu'aujourd'hui, la France accueille bien plus d'étrangers qu'elle ne peut le faire. Voici le contre-argumentaire. Depuis 1994, la France accueille chaque année, et avec peu de variations, environ 200 000 migrants sur son sol, alors que dans le même temps, 100 000 autres font le chemin inverse, retournant le plus souvent dans leur pays. À peu de choses près, de manière constante, le solde migratoire français est donc de 100 000 personnes par an, un nombre très faible pour un pays de 66 millions d'habitants. D'autant que, si l'on reste sur cette période allant de 1994 à 2012 et que l'on compare la moyenne du taux net de migration en France par rapport à celui des autres pays européens, on se rend compte qu'il est de 0,008%, soit 6 fois inférieur à celui de l'Allemagne, 0,05%, et 11 fois inférieur à celui de la Norvège, 0,09%. Si l'on détaille ces chiffres, on s'aperçoit que pour l'année 2012, 191 452 titres de séjour ont été délivrés par la France, dont 86 572 pour raisons familiales, 58 000 en direction d'étudiants qui pour la plupart rentrent chez eux une fois leur cursus terminé, 18 005 au titre humanitaire et 16 379 pour raisons économiques. Dans son découpage, cette dernière statistique précise que 3 000 de ces titres de séjour sont accordés à des travailleurs qualifiés, contre 13 000 à des travailleurs peu qualifiés. Mais ce n'est qu'une réalité officielle. Ces soi-disant entrées de travailleurs non qualifiés sur le territoire national sont en fait des régularisations de travailleurs sans papier déjà présents en France, et ce depuis de nombreuses années. Reconnaître cela publiquement permettrait de couper court au fantasme de l'invasion instrumentalisée par l'extrême droite, de sortir d'une logique de réfutation chiffre contre chiffre, et d'affirmer enfin que non seulement l'économie française a besoin de ses travailleurs, mais que plus largement la France n'est pas seulement un pays d'accueil, mais bien d'hospitalité.
Plus vaste que la politique de la main tendue, cette notion d'hospitalité est une indispensable condition à la préservation du vivre ensemble qui doit être opposée à la politique du chiffre. S'appuyant sur l'égalité des droits, la solidarité et l'ouverture au monde, elle doit promouvoir l'établissement d'un nouveau pacte citoyen qui rassemblerait toutes les personnes vivant sur le territoire, quel que soit l'endroit où elles sont nées. Voilà, donc le contre-argumentaire à « Aujourd'hui la France accueille bien plus d'étrangers qu'elle ne peut le faire ». Donc ça pour moi c'est la chose implacable, irréfutable, il y a des chiffres, bon voilà, quand vous comparez 200 000 trucs à 66 millions, bon franchement, à moins d'une grosse mauvaise foi ou de dire qu'il faut accueillir 0 personne, ce qui semble quand même assez peu réaliste, on peut qu'adhérer au contre-argumentaire. Voilà, donc on a des choses un peu floues, on a des choses très carrées, enfin un peu floues, avec du pour, du contre, des choses très carrées, et on a un troisième type de citation, ou en tout cas de contre-argumentaire. Donc je trouve que parfois l'argumentaire tape à côté de la phrase. Donc on se demande, on se dit là, qu'est-ce qu'ils ont foutu ils voulaient tellement répondre à la phrase, qui sont des phrases qu'apparemment les gens leur ont envoyées, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un email pour envoyer les phrases, dire voilà les racontards que les gens du FN racontent, enfin disent, et donc créez-nous un argumentaire, mettez ça dans le livre. Un argumentaire contre, évidemment. Et donc, des fois on se dit, ils ne savaient pas quoi répondre. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Et c'est l'exemple avec la citation 19. La France est en train d'être colonisée par les étrangers. Voilà, donc là ça va être le cas. Voici le contre-argumentaire. Le mot colonisation n'est pas un mot neutre. Être colonisé, c'est être contraint d'obéir et voir ses richesses pillées par des étrangers. La France et le Royaume-Uni ont ainsi tiré d'énormes ressources de la conquête d'immenses territoires dans lesquels ils ont exploité la force de travail des populations autochtones sans leur donner accès à la citoyenneté et à l'égalité des droits. La présence en France d'investisseurs chinois, indiens, américains ou qataris n'est en rien comparable à la colonisation. Comme ailleurs dans le monde, le plus important est de faire en sorte que dans les entreprises contrôlées par ces investisseurs, les droits et les conditions de travail des salariés soient respectés et progressent. Donc voilà le contre-argumentaire, que je trouve personnellement complètement bidon, puisque, à mon avis, les gens qui ont prononcé la phrase « La France est en train d'être colonisée par les étrangers », ils ne parlaient pas des investisseurs riches. Je pense qu'ils parlaient des pauvres et des gens qui sont dans la HLM et compagnie. Donc là, l'argumentaire, pour moi, il tape complètement à côté et c'est ridicule. Ça arrive quelques fois dans le livre. Voilà, voilà. Alors, voici quelques exemples pour vous faire une idée de ce bouquin. Ce qui m'a plu dans ce livre. Alors, ça brosse beaucoup de thématiques. Hein. On a là tout l'arsenal anti-démagogie du FN. Alors, je dis Front National parce que le livre a été écrit en 2014. Et on avait à l'époque le Front National de Philippot. Donc, il y a les thèmes de la sortie de l'Union Européenne et de la sortie de l'euro, j'allais dire l'OTAN. Je sais pas l'OTAN d'ailleurs. L'OTAN, ça doit être... je crois que j'ai été infiltré par les supporters de François Asselineau, là. Ou de Cheminade d'ailleurs, qui sont certainement moins nombreux. Oui, donc je disais, on a les thèmes de la sortie de l'Union Européenne et de la sortie de l'euro. Choses qui aujourd'hui sont plus défendues par Marine Le Pen. Ce qui, entre parenthèses, prouve que le corpus idéologique de ce parti est quand même assez friable, puisqu'ils sont capables de changer d'avis sur des choses qui sont quand même assez importantes. Dans ce livre, alors j'ai appris des choses, notamment sur les gens du voyage, sur les Roms. Je ne savais pas qu'ils étaient à ce point-là discriminés et stigmatisés. J'ai aussi lu sur les manouches. Alors, ce mot manouche, je pensais que c'était une expression raciste, parce que ça m'est arrivé de l'entendre souvent de la bouche de personnes racistes. Et en fait, pas du tout. C'est un groupe de personnes, comme on pourrait appeler les tziganes. Et donc, on a des choses intéressantes comme ça sur tous les sujets. Et ouais, moi j'ai trouvé ça pas mal. Alors, il y a un passage
qui peut être... Enfin, que moi en tout cas je trouve intéressant de savoir. Alors c'est l'affirmation numéro 10, voilà c'est ça, affirmation numéro 10, qui nous dit, alors ce serait donc une phrase colportée par le Front National, qui nous dit « À l'époque du plein emploi, on pouvait faire venir des étrangers. Mais cela fait plus de 30 ans que le chômage augmente et on ne les a pas renvoyés dans leur pays, alors que cela libérerait des emplois pour les Français. » Alors ça, c'est la phrase typiquement extrêmement simpliste. Puisque voici l'argumentaire, le contre-argumentaire, dans le monde du travail, l'interchangeabilité des postes n'existe pas. L'exercice d'un métier, quel qu'il soit, suppose du savoir-faire, une qualification qui ne s'acquiert pas par décret. C'est donc un non-sens d'affirmer qu'il suffirait de remplacer un étranger par un travailleur national pour contrer le chômage qui touche d'ailleurs tous les travailleurs, qualifiés ou non. L'augmentation du chômage ne tient pas à la présence de travailleurs étrangers, mais à une logique de court terme qui favorise la rémunération du capital au détriment des investissements, des salaires et de la formation. Ainsi, demander le renvoi des étrangers dans leur pays, c'est ne pas vouloir affronter véritablement le problème du chômage et des droits sociaux de tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Voilà, donc ça c'est un truc qui pour moi a vraiment besoin d'être dit. Et sans même parler des étrangers, tout simplement en parlant du chômage, je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être dit. L'interchangeabilité des postes, ça n'existe pas. Chacun son métier, chacun ses savoir-faire, ses qualifications. Et c'est quelque chose qui a besoin d'être dit, parce que souvent quand on entend le débat sur le chômage ou sur les chômeurs, on a l'impression qu'il suffirait je sais pas, que c'est des cubes et... Comment dire ? Que toutes les pièces qui sont les chômeurs rentreraient dans le cadre et dans les moules. Alors que toutes les pièces sont différentes et que tous les moules sont différents. Je veux dire, on peut pas... comment dire ? On peut pas prendre... je sais pas moi, un plombier et puis le mettre... ingénieur, enfin, ou je sais pas, enfin, je dis à peu près n'importe quoi, mais on peut pas prendre une personne qui a des compétences, ou qui n'en a pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas vraiment de compétences, ou en tout cas pas de qualification attestée par un diplôme. On peut pas prendre n'importe qui et le mettre dans un emploi. Un exemple, c'est que, par exemple, il y a beaucoup d'électrotechniciens qui sont recherchés. Sauf que les gens ne sont pas formés pour prendre les boulots. Donc quand on nous dit dans les médias il y a tel nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus, bah ouais, ils ne sont pas pourvus, mais ils ne sont pas pourvus pas parce que les gens ils n'ont pas envie de travailler. Alors il y a sans doute des gens qui n'ont pas envie de travailler, mais ils ne sont pas pourvus aussi puisque les gens ne sont pas formés pour. Et donc ça c'est vraiment ce qui explique en partie le chômage à mon sens. Voilà, cette petite parenthèse faite. Alors, ce qui m'a déplu dans ce livre, vous l'avez peut-être un peu perçu sur cet argumentaire-là sur la fin, quand on nous parle de rémunération du capital au détriment des investissements, des salaires et de la formation. Alors, c'est peut-être vrai, hein, au niveau chiffre, je ne sais pas. C'est pas le meilleur exemple, mais il y en a d'autres. Parfois, on a un contre-argumentaire qui tape complètement à côté et on a un côté gauchiste qui transpire en fait. Donc c'est pas du fact-checking, il n'y a pas de chiffres, c'est juste opposer un point de vue inversé à celui du Front National. On a un discours qui serait celui à l'époque du Front de gauche ou du NPA. Alors on peut être d'accord ou non, mais c'est de l'opinion, c'est plus du fait en fait. Et ça c'est un peu gênant. Ce livre, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Alors en fait, pour moi, tout électeur devrait lire ça, ou en tout cas lire la nouvelle édition de ce livre qui est sortie. Donc celui-ci est sorti en 2014, la nouvelle édition, je n'ai pas connaissance d'une autre édition qui soit sortie ensuite, peut-être que c'est le cas, mais ou peut-être que ça ressortira encore. Mais la nouvelle édition est sortie en 2016, donc peu de temps avant la présidentielle, certainement à cet usage, je pense. Alors, c'est un livre qui déconstruit beaucoup de contre-vérités et qui casse tout un tas de trucs qu'on entend dans la bouche de Monsieur Tout-le-Monde, hein, avec l'exemple que je viens de vous sortir sur le fait que les compétences, comment dire, les salariés, enfin les demandeurs d'emploi ne sont pas interchangeables. Ça, c'est un bon exemple.
Les moments marquants de ce livre, bon, alors c'est compliqué en même temps de parler de moments marquants puisqu'il s'agit de beaucoup de citations. Alors on a une introduction, pas de conclusion je crois. Non, pas de conclusion, surtout une introduction. Donc moment marquant, hein, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est assez utilitaire comme livre. Donc c'est compliqué de les dire, et en plus je trouve que les moments marquants du livre, ils seront propres à chacun, parce que pour moi ça a été notamment le passage sur les manouches, puisque ça a déconstruit de fausses croyances que j'avais. Et par contre ce qui est marquant aussi, c'est la stupidité de certaines affirmations du bouquin, où on se dit mais il y a vraiment des gens qui pensent ça. Franchement c'est tout bonnement incroyable. Si vous voulez vous faire une idée des phrases aberrantes qu'on pourrait entendre, parce que celles que je vous ai citées n'étaient peut-être pas les plus aberrantes, il y en a plus de 70, hein, donc il y a de quoi faire. Allez jeter un œil à ce livre. Donc livre de 160 pages, format poche, sachant que vous pouvez l'avoir à 1 euro d'occasion, mais bon, en comptant les frais de port sur le net, ça vous reviendra à 4 euros, et qu'il est à 5 euros en neuf, bon, autant le prendre en neuf peut-être, à moins que vous vous souciez peut-être de l'écologie. Enfin, ouais, il n'y a pas que l'argent, mais bref, il n'est pas très cher en tout cas. Donc, je vous le conseille, je vous conseille de vous le procurer. De vous procurer surtout la version réactualisée de 2016. Moi j'ai celle de 2014. Alors celle de 2016 dont l'auteur est Vincent Hédin. Et en tout cas on apprend des trucs là-dedans. C'est certain. Donc oui, lisez-le, et particulièrement si vous êtes un lecteur du Front National, voire de Debout la France, des Patriotes, ou des listes de Renaud Camus et Vincent Vauquelin, alors je sais plus comment ça s'appelait, Dissidence française, et puis c'était quoi l'autre, Grand Remplacement, ou un truc du genre, je sais plus. Bref, les listes qui sont présentées aux dernières élections européennes. Donc dans ces cas-là, il est probable que le livre contienne certains propos que vous pourriez tenir, et qui sont donc, où vous aurez donc un argumentaire qui vous dira que bah non, c'est pas vrai. Confrontez-vous-y. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, si je devais donner une note à ce bouquin, je lui donnerais un 16 sur 20. Je pense que c'est un très bon livre. Je ne monterai pas plus haut parce que, bon, des fois, il y a un aspect un peu idéologique. Mais c'est pas le cas sur la majorité du livre. C'est vraiment ce qui m'a déplu dans ce bouquin, donc j'enlève quelques points dans tous les cas. Et puis bon, le 20 est réservé à un autre de mes livres que je vous ai déjà fait. Vous irez le voir par curiosité si vous n'avez pas vu la vidéo. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, et si ça a pu vous donner envie éventuellement de lire ce bouquin ou d'aller voir les autres contenus que je vous ai conseillés. Voilà, dans tous les cas, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, que ce soit pour me dire que vous avez aimé ou pour m'encourager. Vous pouvez aussi vous abonner à cette vidéo. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo, sachant que vous ne serez pas envahi parce que j'en fais pas tous les 4 matins, ceux qui me suivent le savent déjà. Voilà, bonne rentrée à tous, et à la prochaine les gens.